Salut Marc et les Marc, bienvenue dans ce catch-up super spécial Backlash. Backlash, le premier pay-per-view de SmackDown Live en 2016. Ce pay-per-view donc qui s'est déroulé le 11 septembre. C'est à Richmond en Virginie. Voilà. Et voilà, Richmond en Virginie, on est bien organisé. Bien sûr, donc vous avez deviné que mon invité aujourd'hui, qui est aussi présentateur et star international du supplément SmackDown, c'est bien sûr Monsieur Giscal. Salut tout le monde, salut Hank. Voilà, il fait le double emploi cette semaine parce que je l'oblige à faire une review audio alors qu'il a fait la review, l'analyse écrite pour les cahiers du catch. C'est pas bien payé en plus. Hein. Ouais, c'est pas bien, c'est payé en clics, mais les clics ne font pas d'argent. Donc ce pay-per-view donc qui a commencé avec l'arrivée de Shane McMahon et Daniel Bryan dans l'arène donc ils viennent juste annoncer en fait les matchs de la soirée. Bien entendu, ils ne parlent pas du match de Randy Orton contre Bray Wyatt. Alors on se dit puisque Randy Orton, pour les gens qui ont suivi les news, Randy Orton était blessé. Ces derniers temps. Donc du coup voilà, on avait peur qu'ils zappent totalement le match et vous verrez que ils se sont débrouillés autrement. Petite pirouette. On va commencer direct avec le six pack elimination match des women, donc des femmes, avec Becky Lynch, Natalya, Nikki Bella, Carmella, et Alexa Bliss et Naomi. Donc pour le Women's Championship, donc un match à élimination. Ça a commencé avec un premier duel entre Becky et Naomi. Il y a un bel enchaînement de arm drag de Becky. Naomi réussit à sortir du ring toute seule. Carmella attaque Becky qui montait sur la top rope et lui fait un scissor pour la faire redescendre. Tombée de 2. Natalya balance Carmella comme un chiffon sur la barrière. Alexa Bliss réussit à mettre Nikki par terre. Tombée de 2. Nikki grimpe sur la top rope pour balancer un kick retourné. Tombée de 2. Alexa réussit à contrer Nikki, elle refait un tombé de 2. Natalya fait aussi un petit tombé sur Alexa Bliss. Becky revient, enchaîne sur Alexa Bliss, mais Natalya la chope et fait un German suplex. Naomi revient mettre un full Nelson à Natalya et lui fait un bridge, mais dans le mauvais sens, hein, donc c'est pas vraiment, elle peut pas faire de tombée. Plus tard, Nikki plaque Carmella par terre pour la massacrer, hein, avec des petits coups de poing. Carmella réussit à s'en tirer, tente son Code of Silence, hein, sa soumission sur Nikki Bella. Mais Nikki, tel un John Cena, réussit à se relever de la soumission en soulevant son adversaire et la plante au sol. Un nouveau tombé de 2. Nikki Bella porte Carmella dans ses bras pour la mettre sur la top rope, mais à ce moment-là Natalya arrive pour balancer tout ce petit monde avec une superplex powerbomb plutôt impressionnante. Donc les trois filles qui retombent sur le sol assez violemment. Alexa Bliss capitalise à ce moment-là sur Natalya, puis sur Nikki, puis sur Carmella. Elle tente des tombées à chaque fois, et à chaque fois c'est deux. Becky Lynch revient, un petit duel avec Alexa Bliss. Bliss réussit à lui caser un tombé de 2. Carmella est de retour, elle balance Alexa Bliss dehors. Nikki balance Carmella dehors et décide de sauter sur le troupeau de filles, mais elle est arrêtée par Carmella qui revient. Carmella est balancée par Naomi qui arrive par derrière, et c'est bien sûr Naomi qui fait le petit saut le petit springboard sur la troisième corde et atterrit sur le troupeau des filles. Et donc Alexa Bliss revient dans le ring un peu nettoyer tout ce beau monde. Enfin, certaines étaient remontées, donc Alexa Bliss profite de ce moment-là pour nettoyer un petit peu, et puis elle est contre Natalya. Elle la domine au début, et puis à un moment Natalya réussit à la choper sur ses épaules. Et elle reste un petit peu comme ça en essayant de mettre Alexa Bliss à terre, mais apparemment Alexa résiste. Et puis Naomi arrive par derrière sur la top rope et elle fait une espèce de flip en prenant la nuque d'Alexa Bliss et en plaquant Alexa par terre. Naomi élimine Alexa Bliss, donc première élimination qui intervient assez tard. Ouais, voilà. ouais. Naomi balance Natalya dehors. Plus tard, Natalya place un sharpshooter à Naomi qui donc tape et se fait éliminer.
Carmella tente l'alliance avec Natalya contre Nikki, mais elle se fait trahir. Hein. Mais au moment où Natalya se retourne pour frapper Carmella, Nikki en profite. Elle fait un Argentine backbreaker, j'ai noté. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est le terme que Mauro Ranallo utilisait. Ouais. Une sorte de, c'est l'inverse d'un attitude adjustment. La personne est torse vers le ciel, quoi. D'accord. Et donc grâce à ça, elle élimine Natalya à la surprise de tout le monde. Hein. Carmella qui élimine. Carmella, qu'est-ce que je dis Nikki. Non, bah alors du coup c'est pas cette élimination là qui est surprenante, mais bref. Nikki élimine Natalya. Carmella en profite pour éliminer Nikki sur un roll-up. Voilà, elle est là l'élimination surprise. Donc juste après Nikki pas contente, hein, donc elle fout une claque à Carmella qui commence à crier à la mode Vicky Guerrero. Et puis elle met des claques à Becky Lynch jusqu'à ce que l'Irlandaise commence à s'énerver et puis lui fout juste 3 back suplex de suite. Donc ça l'a un petit peu calmé et juste après Becky se retrouve quand même à terre après je sais pas quel coup. Carmella tente d'attraper la tête de Becky Lynch et elle se fait piéger par un disarmer. C'est ça. Et Carmella tape, victoire de Becky Lynch. Voilà, ça sera la plus longue description de ce podcast, vous inquiétez pas. Il y avait quand même 6 filles et beaucoup d'action. Il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Bon, Gisquial, je sais que t'as déjà écrit ton avis aujourd'hui, mais redonne-le nous. Mais je peux le redonner avec plaisir. Moi j'ai été donc déjà très bonne description, je te félicite parce que c'est pas évident de récapituler tout ce qui s'est passé dans ce match vraiment très intense. Écoute, j'ai beaucoup aimé ce match. Un six-pack challenge qui a, je trouve, c'est parfaitement servi de la stipulation à quelques exceptions près. On pourra reprocher par moment des cassages de tombées un petit peu trop fréquents, alors que c'est vrai qu'on pourrait se dire que les filles auraient tout intérêt plutôt à se laisser éliminer au lieu de casser les tombées. C'était le seul petit défaut, mais sinon à part ça, je trouve qu'ils se sont parfaitement servis de la stipulation avec une première élimination, comme tu as dit, d'Alexa Bliss qui est intervenue assez tard, ce qui du coup a permis à tout le monde de vraiment bien briller. Donc elles ont tous eu leur temps fort. C'est vrai que je reprends un peu mon avis sur l'analyse, mais je trouve que Alexa Bliss d'ailleurs est une des grandes gagnantes de la soirée. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Bizarrement la première éliminée, je crois. Oui, mais justement, c'était bien parce qu'au final, elle en souffre pas de cette première élimination parce qu'elle a vraiment brillé pendant 10 minutes. Je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Je trouvais qu'elle avait des attitudes, une façon d'évoluer dans le ring. C'était une des plus convaincantes, moi je trouve, entre les cordes hier soir. Donc c'était vraiment bien. Naomi a été une vraie boule d'énergie sur ce match. Elle était partout. C'est elle qui a fait quasiment tous les gros spots. Becky Lynch évidemment elle gagne. Nikki et Carmella continuent leur feud. Donc c'était bien joué qu'elle s'auto-élimine, enfin en tout cas que Carmella élimine Nikki et qu'ensuite l'autre prenne sa revanche. Et puis Natalya a bien fait le boulot. Il y a eu, c'est assez rare, mais dans des matchs comme ça, il y a quasiment eu pas de botch. Il y a eu un spot un peu foireux de Naomi et Natalya, un peu foireux où Naomi essaye de faire un peu à la Shawn Michaels, elle va tomber de l'autre côté du ring, mais elle se relève, elle se retire vers le ring avec ses abdos et essaye d'attraper Natalya en ciseaux, mais bon, ça foire. Bon. Elle essaie de faire les ciseaux une fois, elle remonte une fois avec les ciseaux, elle rate la tête de Natalya, du coup Natalya elle reste comme ça, genre la tête baissée, en train de se dire bon tu le fais le spot. Ouais, donc c'était pas forcément très bien géré, mais sinon en fait match il s'est passé plein de trucs, toutes les filles ont eu du temps et puis au final le vainqueur c'est le vainqueur qu'il fallait quoi, c'est Becky Lynch, tout le monde l'attendait. Non mais ouais, après à part ce qui est logique parce que c'est la plus limitée, je pense qu'elle est vraiment une ligue en dessous de tout le monde, c'est Carmella qui a pas vraiment eu de moment. En fait, le moment qu'ils lui ont offert, c'est le moment où elle était contre Becky Lynch, mais bon, elle mettait juste elle lui mettait juste des claques, donc c'est pas. Non, vraiment étonné. J'étais pas non plus je suis pas comme ceux qui pensent que la section féminine de SmackDown est à chier parce que les seules vraies catcheuses c'est Sasha Banks et Charlotte. Et pourtant je suis le présentateur du ketchup rouge. Hein. Je précise. Donc voilà.
moi, la ligue féminine de SmackDown m'intéresse plus que ce qui se passe à Raw. Pas parce que pas au niveau des catcheuses en elles-mêmes, parce qu'on sait que voilà, à Raw maintenant ils en ont 3 qui sont voilà les 3 stars, mais le truc c'est qu'ils ont les 3 stars et il y a personne derrière quoi. Il y a Nia Jax qui ne fait rien et c'est pas comme ça qu'ils vont la faire évoluer. Ouais. Mais oui pour le moment, mais bon ça fait 2 mois. Donc là ils en font quelque chose, c'est une démonstration qu'ils font quelque chose avec les femmes. Ils ont je pense il est sur beaucoup de points, on va voir que ce pay-per-view est un petit peu comme si ils avaient des bonnes idées pendant des semaines et ils les ont toutes gardées pour le pay-per-view. C'est un peu ça, ouais. Et donc du coup, tout le monde était il y avait un avis assez mitigé, on va dire en ligne sur Backlash et finalement ils ont tout fait sur place, on va dire. Mais c'est un peu ça, ouais. Mais voilà, victoire de Becky Lynch, je suis vraiment content parce que j'étais persuadé que ça serait Carmella ou Nikki. Mais ouais, je me souviens de ton avis. Moi j'étais quasi sûr que ce serait elle, mais c'est vrai que j'étais pas non plus sûr à 100%. Et parce que c'est la seule vraie storyline qu'ils ont en ce moment, donc. Mais moi ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Enfin, je sais pas cette victoire et c'est mon côté un peu émotion dans le catch, mais j'ai trouvé que l'interview après le match, c'était juste attendrissant quoi. Moi j'ai applaudi comme un beauf. Devant Mateloche. Il y a eu un petit speech, on a pas dit, il y a eu un petit speech de Becky Lynch à la fin, très simple, mais très juste ce qu'il fallait, très quoi. Bien dit, où à la fin elle s'est appelée Becky Balboa. C'est vrai qu'elle a quand même bouffé depuis des mois. Elle en prenait plein la gueule, hein, donc. Elle a raison parce que non seulement au niveau des matchs, elle a pas eu beaucoup de victoires, surtout quand c'était important, et puis surtout ils l'ont un peu écrit comme une gamine un peu stupide qui se faisait avoir, le nombre de tricheries un peu naïve en tout cas, qu'elle s'était payée depuis le début, donc voilà, on espère qu'ils vont vu qu'elle est championne, elle est pas censée être stupide, donc arrêtez avec ça, arrêtez avec les distractions et tout ça. On va passer alors je fais dans l'ordre chronologique, même avec les petits segments. Donc du coup le Miz backstage qui croise Jayfer Eaton, qui est un petit garçon d'une série de Nickelodeon, qui est donc partenaire de Backlash. Donc on est obligé de caser le gamin quelque part. Donc le gamin a piqué la loge du Miz dans l'arène, et le Miz bien sûr est fou de rage. Le gamin lui propose d'être dans sa série, il invite le Miz. Et il lui dit j'ai même dit aux Kids Awards que t'étais génial dans le Marine 4 et tout, et donc Miz est tout content, et puis et le gamin il dit à moins que j'arrive à avoir John Cena, et donc voilà, il se fout de la gueule du Miz et il lui ferme la porte au nez. Voilà, super séquence. On a une petite séquence aussi juste après qui peut faire très peur et qui était un petit peu, je l'avais un peu vu dans ma boule de cristal et j'avais raconté à Giscal, c'est Bray Wyatt backstage qui est en train de massacrer Randy Orton. Donc Randy Orton qui est à terre et Bray Wyatt tu l'avais prédit, qui lui case son pied dans un coin de porte, il plaque une porte sur le pied, l'histoire qu'il soit bien mort et qu'il puisse pas faire son match. Donc voilà, on n'a pas plus d'indices sur la suite, mais bizarrement on nous annonce pas que le match est annulé. Donc on a eu les Usos contre les Hype Bros. Je vais vous faire une petite description quand même, mais ça va être rapide. Donc Mojo Rawley commence par faire des claquettes et se rouler par terre. Les Usos, je suis en train de le regarder un peu bizarrement. Les Usos sont habillés en noir cette fois-ci, bien heel désormais. Donc comme de bons heel, les Usos se tirent souvent du ring quand ils sont en difficulté. À un moment il y a un petit missile dropkick de Zack Ryder sur un des Usos. Mojo arrive pour le hot tag. Non, qu'est-ce que je dis? Mojo arrive à un moment à l'extérieur pour foutre
ce que j'aurais qualifié d'un double spear sur les Usos. Oui, en quelque sorte, c'est un peu ça, ouais. Plus sorte de double corde à linge, mais ouais, double en effet, corde à linge. Les deux Usos prennent le dessus assez rapidement en se concentrant sur Zack Ryder. Ils visent les jambes et la tête de Ryder de façon très très vicieuse. Ils profitent en permanence de l'inattention de l'arbitre pour caser, le mec qui est pas légal case un coup, histoire d'affaiblir un petit peu plus notre petit Zack. Ryder réussit à sortir de cette série de kicks avec un neckbreaker, mais ça ne suffit pas à revenir vers Mojo pour le tag. Il se prend encore 2 minutes de bizutage et il réussit enfin à neutraliser les deux Samoans au bout donc du coup de ces quelques minutes. Mojo se la joue donc hot tag, clothesline à droite à gauche, deux stinger splash. Il récupère même un des Usos qui lui saute dessus de la troisième corde dans ses bras. John Cena. Voilà, exactement. J'ai marqué dans mon texte façon John Cena. C'était un petit peu la thématique de la soirée. Il faut bien combler le vide. Voilà. Donc il tente le Hype Rider, mais Jimmy qui n'est pas légal le chope et le tire dehors. Ryder prend le dessus dans le ring, mais Mojo Rawley s'en prend plein la gueule dehors, donc on a un peu peur. Enfin bref, on voit que l'équipe Ryder Mojo est quand même en difficulté. Jey Uso fait un chop block sur Ryder. Et Jimmy gagne grâce à un leg crab submission juste après sur Ryder. Donc vous avez compris que les deux Usos en fait ont quasiment catché en permanence et l'arbitre s'en foutait. Mais les Usos sont donc qualifiés. On a une petite. Alors c'était un petit commentaire sur ce match. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il était. On reparlera peut-être de la finale après plus en détail, voilà. Mais un commentaire rapide. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait du bon boulot dans le peu de temps qu'on leur avait accordé, et que on n'en a pas forcément trop parlé, mais je trouve que le catch des Usos en heel est vraiment très intéressant. On en reparlera peut-être plus en détail lors de la finale. Tout à fait. Mais vraiment bien. Tout à fait, Thierry. Mais non, c'est vrai. Ils ont un arsenal complètement différent de ce qu'ils avaient avant, je trouve. C'est pas juste un changement de tenue, quoi. Ils sont toujours aussi athlétiques. Ils ont toujours la même sorte de mouvement, mais ils font pas du tout les mêmes prises. On a une interview backstage de Heath Slater qui dit qu'apparemment il a bouffé un truc avec des œufs de crabe que lui a préparé sa femme, oui. Et qu'il a la chiasse. Voilà, voilà, il a un peu la chiasse. Voilà, il faut toujours encaisser des choses comme ça. Non, mais bon, comme on disait avec IRM, je pense qu'en ce moment il pourrait éternuer par terre que le public applaudirait, quoi. Donc il y a tout fonctionne avec le public, avec Slater. Mais parlons du moment où ce pay-per-view commence à être sérieusement sérieux et sérieusement bon. Miz et Brian backstage. Le Miz dit à Brian que depuis le temps là que je dis que tu veux que tu me respectes et puis tu réagis pas, je vais te dire une bonne chose. Moi si tu augmentes pas ma paye sur mon contrat là, si on re-signe pas un nouveau contrat avec une réévaluation de mes sous-sous, et je me tire avec la ceinture, hein. Voilà. Donc tu vas pas faire ton petit malin. Et donc la musique du Miz retentit, et alors il continue à parler à Brian, il en a rien à foutre. Parce que Brian qui reste stoïque pendant tout le segment. Brian dit pas un mot, il est un peu empoigné, quoi. Et puis il le regarde dans les yeux et il lui dit: je vais aller faire ce que tu ne peux plus faire. Ah, ça fait mal. C'est passé de stoïque à grincheux. Tu voyais la rage. Brian qui n'a pas dit un mot. Donc du coup toute cette séquence c'était juste le Miz qui enterrait Brian. Ziggler contre le Miz. Qu'est-ce que par où commencer? Parce que ce match c'est marqué filler dessus depuis qu'on fait ce match. Tout le monde pensait que c'est genre OK, le Miz
Bref, le Miz va gagner et on va s'en foutre parce que de toute façon ils ont oublié Brian Miz. Déjà 2 minutes avant le match ils nous disent ok Brian Miz en fait ça continue. Donc pourquoi pas, ça aurait été bien de le dire la semaine dernière mais bon. Donc match plutôt très technique en fait. Dès le début, Ziggler fait beaucoup de prises au sol, Miz la joue bien plus violent avec des coups de poing, avec un slam. Ziggler sort son arsenal de dropkick, mais le Miz réussit à le ralentir en le bloquant sur les cordes avec des prises d'étranglement. Le Miz montre une nouvelle prise de soumission, hein, le Ariel Stretch, qui est plutôt classe. Il balance Ziggler dehors, puis dès que Ziggler tente de revenir, il rebalance avec ses deux pieds. Ziggler semble avoir le bras blessé hein, par une chute qu'il a fait à l'extérieur. Miz écrase la tête de Ziggler sur la première corde. Il lui fait un reverted surfboard. Une soumission bien connue de Daniel Bryan et c'est le début d'une série de parodies de Daniel Bryan puisqu'il enchaîne les corner dropkicks donc le hot tag de Bryan hein, finalement c'était un peu son truc et donc il tente le skull crushing finale mais Ziggler contre en roll-up seulement 2 puis Ziggler lui met un dropkick et un springboard sit-out et donc le Miz réussit juste après un springboard sit-out powerbomb, c'est dur à dire. Exactement, magnifique. De Miz donc du coup sur Ziggler et le tombé de 2. Le Miz se fait mal juste après en se prenant un poteau sur l'épaule gauche alors qu'il fonçait sur Ziggler et il se venge ensuite sur la jambe gauche de Ziggler. Donc les deux sont blessés à un endroit différent mais les deux sont bien diminués. Zigzag de Ziggler, seulement 2. Sleeper hold de Ziggler sur le Miz, mais ce dernier réussit à s'en sortir en fonçant sur un des poteaux du ring. Les deux sont vraiment à la ramasse, hein, ils sont en miettes. Le Miz contre un super kick et fait un DDT. Il place son figure four sur la jambe blessée de Ziggler. Et après quasiment 1 minute de lutte, Ziggler réussit à toucher la corde enfin. Pour casser donc du coup cette soumission. Miz continue de lui en mettre plein la gueule hein, par terre et il retente son figure four mais se fait contrer par un super kick de Ziggler. Nouveau tombé de 2. Miz touche la corde, oui donc du coup juste au moment du il met le pied sur la corde. Voilà. Et donc il commence à se battre hors du ring, mais Ziggler porte le Miz sur son dos et le ramène dans le ring de façon bien déterminée. Double roll-up, hein, chacun son tour. Ziggler se retrouve à un moment au bord du ring. Maryse sort son petit spray moutarde, asperge la gueule de Ziggler. Le Miz fait son skull crushing finale et gagne après le tombé de 3. Et voilà. 20 minutes de match, qui l'aurait cru? Ouais, voilà. De toute façon, tous les matchs de la soirée ont été quand même assez longs. Je crois qu'il y a quasiment rien eu en dessous de 15 minutes. Donc, vas-y. Ouais, moi, je suis absolument. Va falloir me contenir, hein, mais je suis dithyrambique sur ce match. Pour moi, c'était le match de la soirée et un des candidats forts pour le match. Pour l'instant, pour un des matchs de l'année en pay-per-view à la WWE. Hein. Ah, carrément. Que les puristes se calment, je précise, à la WWE. Mais j'ai trouvé ce match absolument exceptionnel à tellement d'égards. Et je trouve que je lui ai même peut-être pas assez rendu hommage dans ma analyse, donc je vais en profiter pour essayer de faire passer un message quand même, parce que je trouve que le Miz a été exceptionnel. Et je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de lui. Et je pense qu'il y a quand même un moment où il va falloir qu'on reconnaisse que le mec est vraiment très fort et qu'il est juste parfait dans son rôle. On essaye de le dire un peu semaine après semaine, nous, parce que voilà, bon, on apprécie le Miz, mais enfin, je pense que c'est même pas assez, on lui rend même pas assez hommage par rapport à tout ce qu'il fait depuis des années à la WWE. Et ce match prouve, je trouve, de façon éclatante, que ce mec est un formidable catcheur et qu'il a toute sa place à la WWE et que la feud qui s'annonce avec Daniel Bryan va être, je pense, absolument mythique.
Donc, enfin, voilà, moi je l'ai trouvé exceptionnel parce que dans sa façon de jouer dans le ring, de vendre les coups, de vendre les blessures, de jouer avec le public, d'être capable, un peu à l'instar d'un John Cena, d'un seul coup de sortir des moves venus d'ailleurs dans des matchs de haut calibre comme ça. Bon, il avait jamais eu l'opportunité en fait de briller de cette façon-là dans des matchs longs. Où on le laissait finalement un peu sortir de sa zone de confort, et là il nous a prouvé qu'il était capable de le faire avec des trucs genre comme tu dis la sit-out springboard powerbomb qui était super. Il a eu quelques autres très gros moves pendant la partie. Et en plus il la sort juste après s'être pris le coup d'épaule sur le poteau. Exactement. Ce match était génial. Le Miz a été au top. Ziggler a été franchement ça m'a fait plaisir parce que j'avais l'impression de retrouver le Ziggler d'il y a 2-3 ans, le Ziggler que tout le monde aimait et voulait voir gagner. Il avait l'air de prendre du plaisir vraiment sur le ring et d'être à 200%. Il a scellé, il a pris des bumps comme un taré pour faire en sorte que le Miz soit over comme jamais en face de lui. Donc c'était du très très grand Ziggler en face. Mais pour faire un match comme ça, il faut être deux, et je voulais vraiment rendre hommage, je trouve, au Miz qui est tellement sous-coté que ce genre de match fait du bien, je trouve. Voilà, ce genre de match fait du bien. Et puis après, au-delà de ça, l'histoire est juste excellente. Juste avant le match, le rappel de la feud qu'on pensait avoir été mise de côté, avec le Miz qui dit que voilà, il va aller faire ce que Daniel Bryan ne peut plus faire, et il te sort un match comme ça derrière, c'est juste fantastique. Avec il reprend tous les taunts de Daniel Bryan avec les yes chants, il moque les yes chants, il fait les missiles dropkick, il fait le surfboard, la soumission. Donc ça c'est juste génial, tout le public déteste. C'est vraiment il parfait, le Miz, parce que il est tellement bien dans son personnage que tout le monde le hait, tout le monde l'envie. Il en est arrivé à un stade d'overitude, pour faire un gros barbarisme, dans son personnage, que limite je lui souhaiterais presque de garder le titre et de battre le record du Honky Tonk Man, ou de faire un truc de fou avec cette ceinture, parce que ce règne est juste fantastique. Donc vraiment je trouve que voilà, ce match était dingue. Et puis on n'a pas parlé rapidement, mais moi j'étais mort de rire sur le début du match, parce que le début du match était une redite complète du match de CM Punk à l'UFC de la veille, puisque on voit le Miz jouer le rôle de CM Punk et Ziggler qui joue le rôle de l'adversaire, qui était Mickey Gall, parce que le Miz qui fonce. C'est marrant parce que j'y ai pensé quand j'ai regardé le truc, j'ai fait putain, c'est sûr. Mais j'ai pas pensé qu'il faisait le. Ah non, mais j'ai pensé que c'était juste moi qui me disait genre ouais, il fonce comme CM Punk, c'est marrant. Alors, j'en suis persuadé. On voit le Miz qui fonce sur Ziggler, et Ziggler qui le take down direct, qui lui fait du ground and pound, et qui tout de suite fonce pour le rear naked choke là, donc qui est l'étranglement par l'arrière en tenant un petit peu comme une prise du sommeil là. Exactement le déroulé du match de CM Punk, et donc j'ai trouvé ça très amusant. Et puis au-delà de ça, toute la psychologie pendant le match était géniale. Le finish, je trouve ça super. C'est un finish de heel très classique. Le manager qui intervient avec le spray dans les yeux, c'est de la heelerie à l'ancienne, quoi. C'est du sensational Sherry. C'est vraiment. Je suis pas d'accord avec toi, par contre, là-dessus. Mais bon. Ah, moi je trouve ça génial, mais enfin voilà, moi c'est du classique. C'est pour ça. C'est parce que c'est du classique que ça me plaît pas, et que tout le reste était justement pas du tout classique, quoi. Dans ce match, dans la mini promo avant le match, il y avait vraiment un goût d'inédit dans ce match qui était moi je regrette pas le finish, mais bon, assez étonnant. Je veux bien comprendre. Hein. Moi j'ai adoré le fait que je trouve le Miz, tu dis on le sous-estime. Je pense que ce que les gens ont sous-estimé pendant un bail, c'était ses capacités au micro, je trouve. Parce que voilà, c'est vraiment sa grande force, sa première force, c'est ses capacités force, au micro. Et je pense pas qu'on on sous-estimait plus que ça sa technique. C'est simplement que enfin sa technique ou son catch en général, c'est simplement que il a jamais. Je pense que soit il y a une période où il avait pas le niveau, et il y a peut-être une longue période, on va dire 1 an, 2 ans là, où il avait le niveau et on l'a jamais laissé faire.
Et là, c'est vraiment, c'est comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est le meilleur match de Miz que j'ai vu. Ah ouais, enfin, moi c'est de loin. Depuis que je suis à WWE. Et je crois que je suis à WWE depuis peut-être 2 ans après qu'il arrive, un truc comme ça. Mais Non, mais quand je dis qu'on sous-estime cette technique, c'est parce que généralement, on va dire que le consensus général, c'est que on est d'accord avec Daniel Bryan quand Daniel Bryan dit que le prototype du catcheur minimaliste, très simple dans le ring et tout, c'est le Miz. Mais c'est pas moi pour le coup, je l'ai pas, j'étais pas forcément d'accord avec Bryan parce que non, j'entends bien, on n'est pas tous d'accord, mais je pense que c'est dans l'esprit collectif, la majorité doit penser que oui, le Miz n'est pas un très grand catcheur. Mais c'est comment? Je sais pas comment le dire, mais en fait, le truc, c'est que le Miz, sa technique avant son personnage, enfin, sa technique allait très bien avec son personnage parce que c'était un personnage qui est là pour gagner un match facilement, gagner un match rapidement, et donc du coup, il va pas sauter de la top rope, il va pas, enfin bref. Mais alors dans ce match, j'ai l'impression il s'est un peu, c'est pour ça que tu dois adorer, mais il s'est un peu scénarisé, quoi. Dans le sens où il fallait qu'il prouve des choses. Il joue pas le catcheur, il est pas du tout devenu catcheur indépendant enfin même si Bryan même était limité à WWE par rapport à ce qu'on peut voir dans le catch indépendant, mais pas dans le genre spot à droite à gauche, etc. Mais par contre des passages techniques qu'il a fait, donc la soumission qu'il avait jamais fait là, que j'ai cité au début, et des transitions où vraiment c'était vraiment de la pure intelligence de ring et pas il du a coup pas fait un match à la Cena, voilà, avec ce côté où il ralentit, avec ce côté où il veut toujours ralentir le match, et ça c'est normal, c'est un heel, quasiment tous les heels sont là pour ralentir le match, à part Rollins qui est un heel que tout le monde adore. Donc voilà, on va pas en parler pendant 3 heures, mais très bon match. Voilà, j'ai pas aimé par contre le finish parce que je trouve que ça aurait été encore plus rageant pour Bryan, une victoire clean du Miz. Je pense qu'à ce stade-là, il faut arrêter les interventions de Maryse parce qu'on arrive dans le territoire sérieux et que du coup pour légitimer le Miz il faut lui donner une victoire clean et on sortira de cette zone qui était très dangereuse le Miz c'est un lâche, parce que ça c'était vraiment le truc sur lequel, c'est pour ça que personne ne voulait voir ce match. Je pense que ce match a remis l'église au milieu du village, hein, comme on dit. Je trouve que il a marqué les esprits, hein, peu importe la tricherie. Oui, mais voilà, c'est dommage parce que justement le match, il méritait la victoire rien qu'avec le match, tu vois. Il y avait pas besoin de la tricherie. La tricherie sert à rien, quoi. Faut penser à Ziggler aussi. Je veux dire, ouais, faut penser à Ziggler, ouais. Enfin bon, on a compris qu'ils pensaient plus à Ziggler. Mais ils ont pensé à Ziggler pendant 2 semaines. Ils lui ont donné un title shot et puis après ils ont fait non, en fait, non, tu vas perdre tout le temps maintenant. Donc on va revenir sur Bray Wyatt et Randy Orton qui ont apparemment un match bizarre, mais Bray Wyatt arrive sur le ring tout pimpant, il est content, et là il y a quelqu'un qui vient tendre un petit message à l'annonceur. Et bien entendu, ce message, c'est Randy Orton n'est pas homologué, il n'est pas medically cleared, comme ils disent. Voilà, il n'est pas clear. Donc du coup, il a pas le feu vert et il ne va pas catcher. Mais Bray Wyatt veut sa victoire, donc du coup, il dit vous allez me sonner la cloche et on va faire le compte de 10, hein, le compte à l'extérieur du ring. Pour compter donc le forfait de Orton. C'est un peu bizarre parce qu'ils disent on veut un compte à l'extérieur du ring pour confirmer un forfait, bref. Tout ça pour dire tout le monde crie 10, 9, 8, voilà, etc. La victoire est là. Mais c'est très important pour mon concours de prono, hein, je tiens à le rappeler, c'est une très bonne nouvelle. Mais à la fin de ce petit message, il y avait un petit PS qu'ils avaient pas lu.
Oui. Ah bah dis donc, il y a autre chose au fait. En fait, t'as un no holds barred, donc sans disqualification. Hein, c'est comme un no DQ mais avec un autre nom. Hein. Et donc, Exactement. t'as un no holds barred contre 7 hommes. Et là voilà, qui va arriver? Et ben bien sûr c'est notre monstre jobber Kane, qui est une légende hein, mais qui est désormais un monstre jobber. Kane qui arrive et là au début on se dit ah merde Kane, et juste après on fait ah, Kane Bray Wyatt. Et là on se dit merde putain, c'est un peu le truc on demandait il y a 2 ans quoi. Oui, encore, ouais. Ouais, il y a 2-3 ans, mais on y pense de temps en temps quand on recroise les deux. Les deux monstres, voilà, les deux monstres des enfers, C'est ça, qui l'un souffle contre de la l'autre. fumée, tout ça. Et puis on se dit bon, ok, bon match-up, bon c'est un match de remplacement, ça va durer quoi? Allez, 10 minutes? C'est ça. Non, pas du tout. Ça va être un massacre. Alors, ça commence. Alors, avec donc, enfin, ça commence. Le premier spot, c'est Kane qui balance Bray dans la Timekeeper's Area. Dès le début, hein, il commence à se battre dehors. Bray qui donc récupère la cloche et qui la balance dans la gueule de Kane. Il chope une chaise juste après, mais il se fait intercepter par Kane, alors que Kane venait de rebalancer dehors Bray Wyatt une nouvelle fois. Bray Wyatt attaque la jambe du Big Red Monster avec la chaise hein, qu'il avait pas pu utiliser juste avant. Il enchaîne les chair shots sur le dos de Kane. Kane réussit juste après à lui placer un DDT sur la chaise, je crois. Mais le spot de ouf malade, c'est quand Bray Wyatt décide de déshabiller la table des commentateurs américains. La table des commentateurs espagnols, il y a pas besoin de la déshabiller, donc il met Kane sur la table des commentateurs espagnols, puis il monte sur la table des commentateurs américains. Il fait le signe de Randy Orton, les bras en l'air, hein, bien moqueur. Puis, donc du coup, il saute. Enfin, il court et il saute et il fait un splash sur le dos sur Kane. Et si vous avez pas vu ça, c'était assez violent. C'était un beau spot. Hein. Ouais, les gens ont crié holy shit. Il prépare ensuite son Sister Abigail en faisant le signe de l'Undertaker. Hein. Ça a pas été filmé dans le bon sens, mais on le voyait. Puis il se fait contrer par un choc slam de Kane. Mais Bray sort au compte de 2. Et juste après, nous avons Randy Orton qui arrive tout boitant, sourire en coin. Et donc Bray est en panique, il regarde Kane, il regarde Orton. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que je fais? Et à un moment, il regarde Kane, bah justement au moment où il devait pas regarder Kane, puisque Randy Orton passe derrière. RKO out of nowhere. Et juste après, Kane met juste 3 ans à faire son chokeslam, mais voilà, il fait son chokeslam au bout de 10 secondes. Victoire de Kane. Et une très bonne gestion de cette blessure de Randy Orton. Moi, ça m'a... J'étais persuadé que ça allait être pourri. Et bah c'était... Franchement, bon boulot. Ouais. C'était fort bien. Le match était vraiment bon. C'est un truc de fou. Oui. Oui, mais oui, le match était d'une violence. Mais c'était un match... On aurait cru un match de fin de feud, quoi. Genre ils se foutaient sur la gueule, mais on aurait cru que c'était les pires ennemis du monde. Ils ont parfaitement exploité la stipulation pour le coup. Ah ouais, dès le début. Hein. Pauvre Kane, moi je me suis dit c'est surtout Kane, ça le spot sur la table, il a bumpé comme un vieux vétéran pour Bray Wyatt, c'était beau. Ouais, c'est sacrifié. Hein. Non mais comme tu dis, c'était un bon match, c'était vraiment un bon match, c'était surprenant. Tu voyais quand t'as vu Kane arriver, tu t'étais légitimement en droit de grincer les dents parce que tu te dis bon, Bray Wyatt et Kane, super, le rythme va un peu retomber après Miz et Ziggler. Et en fait, ils ont fait un match tellement différent et ils se sont tellement appropriés la stipulation avec des spots super violents que du coup, c'était vraiment un très bon match. Alors moi, je mettrais un bémol, c'est je pense le finish qui est un peu une fausse bonne idée.
l'intervention d'Orton. Ah, les interventions, c'est quand on veut, hein. Ouais, c'est non mais là c'est une fausse bonne idée dans le sens où en fait je vois pas l'intérêt. Ils auraient pu faire intervenir, ils auraient pu foutre ce RKO, faire intervenir Orton à SmackDown cette semaine et se contenter de donner une victoire clean à Bray Wyatt qui en a quand même pas beaucoup en pay-per-view dans son histoire. C'était l'occasion de lui donner une super belle victoire après un très beau match. Duquel d'ailleurs il se relève de très gros spots, il se relève d'un chair shot, il se relève d'un chokeslam. Moi, je trouve Donc ça... Ouais. Je il trouve que c'est était une bonne booké idée, fort. au contraire, en fait. Je trouve que Ah c'est bon, vraiment une bonne idée parce que la bonne idée, c'est que Bray Wyatt Kane, ils le gardent dans leur poche et que si pourquoi Bray pas, gagne, pourquoi pas. si Bray gagne là, Ouais. Kane il est 6 pieds sous terre, sans jeu de mots. Ouais, tu sais, Mais Kane, il a une aura qui fait que. non, mais voilà quoi. Là, ce qui est génial pour moi, c'est que il y a toujours cette storyline. En fait, ils ont réussi à créer des choses à partir d'une Ah, mais très ça, par mauvaise contre, je suis d'accord situation, qu'ils ont quoi. très bien géré Parce que ils ont parfaitement géré la situation. au départ, on a une blessure d'Orton. On pense que soit va pas y avoir le match, ou alors va y avoir juste cette séquence qu'on a vue là au début, juste Orton blessé, voilà, victoire de Bray Wyatt. Et là, du coup, on se retrouve avec un Wyatt Orton et avec un Kane un petit Wyatt peu sous le genre sur le coude. côté, Ouais. tu vois. Genre, Je vois un peu pourquoi pas si si Wyatt se fait battre par Orton, pourquoi pas le rebalancer sur Kane. Ouais. Donc voilà, je Non, trouvais non, non, mais vraiment une bonne c'est idée. vraiment, ils ont fait, avec pas grand chose, ils ont fait vraiment, enfin, ils ont pas cassé le flow du pay-per-view, et ils ont réussi à créer quelque chose d'une situation mal embarquée, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est du super boulot. On sera peut-être quand même en droit d'émettre une petite critique à l'égard de la WWE en disant que c'est vrai que manifestement la raison de la blessure d'Orton, bon, kayfabement parlant, Wyatt lui a pété la cheville, tout ça. Manifestement, ce serait si j'ai bien compris, c'est des séquelles un peu d'une potentielle commotion face à Lesnar contre la SummerSlam. Ouais. Du coup, on peut quand même se demander la pertinence de la WWE de booker un match avec Orton, sachant qu'il n'était pas encore sûr qu'il puisse y participer. Je trouve ça un peu moyen en termes de gestion. Bon, ils sont bien retombés sur leurs pattes. Mais en termes de gestion, il y a peut-être quand même mieux que de booker des matchs hypothétiques autour duquel tu vends ton pay-per-view et derrière tu dois faire du damage control, quoi. Mais bon, ouais. ils s'en sont bien Si sortis. si tu fais disparaître Orton après le pay-per-view, ça fait un peu genre on vient de le lancer, il vient de perdre et ben on le fait disparaître. Enfin ça aurait été Certes. c'est compliqué. Enfin il y a du mauvais dans les deux sens, je trouve. Mais voilà, moi, j'étais très content, passer un très bon moment alors que j'étais persuadé de mal, hein. Ouais. voilà, de m'ennuyer. On a AJ Styles en coulisses qui fait la même chose qu'il faisait à SmackDown, c'est-à-dire agresser les gens et puis être prétentieux. Et donc les Usos contre Rhino et Heath Slater pour la ceinture Tag Team Champion de SmackDown. Oui, magnifique ceinture. Je trouve que c'est la plus belle ceinture qu'ils ont à SmackDown. Donc Heath Slater, très bizarrement, domine au début contre un des Usos et il se tag assez régulièrement avec Rhino. Donc les Usos sont plutôt dominés jusqu'à ce que Slater se fasse prendre en double team par une souplesse des Usos qui le balance à la verticale sur le poteau du ring. De l'extérieur sur le poteau du ring à la verticale. Encore un spot inédit dans cette soirée qui avait pas mal de prises ou de spots je dirais inédit, on peut le dire. rare voire inédit. Donc ils s'acharnent sur Slater à l'extérieur. En fait, ils font un petit peu un remake de ce qu'ils faisaient avec Ryder, c'est-à-dire on en garde un de côté et puis c'est ça. Et puis on le bisute. Donc voilà, il y en a un qui distrait l'arbitre, l'autre qui fait une attaque un peu en traître en permanence. Et donc ce bisutage dure bien 5 minutes jusqu'à ce que Slater réussisse à taguer forcément Rhino qui fait le bon vieux hot tag évidemment qui commence à foncer sur tout le monde, mais il se fait quand même contrer, il se fait un peu rembarrer assez rapidement. Rhino il retag Slater
qui est lui par contre est on fire, hein, bizarrement. 30 secondes avant, il était complètement mort parce qu'il s'était quand même tapé du bon bizutage. Et donc Slater qui fout des coups à droite à gauche, hein, j'ai pas noté, mais c'était voilà, il était très rapide et plutôt en forme. Mais à un moment, voilà, il se fait contrer, il est en mauvaise position à terre, et là Rhino décide que voilà, c'est pas grave si on triche. Je vais faire un gore sur Jimmy Usos. Donc du coup, voilà, l'arbitre est encore en train de regarder en l'air. Rhino fait un gore sur Jimmy et Slater fait le tomber. 1, 2, 3. Rhino et Slater sont les nouveaux tag team champions. Alléluia. Qui a dit que la WWE n'écoutait pas son public? En tout cas, SmackDown écoute son public. Oui. Après Becky Lynch, nous avons Rhino et Slater, donc une nouvelle fois choix du public. Avec petite interview post-match aussi, pareil. Un bon match, un match solide. Il y avait un bon rythme, etc. Il y a pas eu de moment où j'avais les yeux écarquillés, mais c'était du bon match. C'est une bonne victoire parce que c'est pas une victoire complètement sale, c'est pas une victoire complètement clean. Ce qui est bien parce que bon, même si on aime bien Rhino et Slater, le fait qu'ils gagnent de façon sérieusement clean, ça aurait été ça aurait été un peu bizarre. Ouais. Donc voilà, c'est bien. Et puis voilà, toute cette soirée, on a installé les Usos en heel avec un très bon moveset. D'ailleurs, si tu veux en parler maintenant. Oui. Où ils visent vraiment les membres précisément, hein, le genou ou la tête du mec qui vise. Il y en a un qui le retient, l'autre qui fait un saut dessus. Donc ouais. Bah, justement, je suis assez, je suis d'accord. C'est ça. Ils ont une sorte de travail de démantèlement à deux qui est assez impressionnant. J'aime bien ce style. Et je trouvais, on n'en a pas parlé sur le premier match, mais du coup la soirée a été l'occasion de découvrir pendant 2 matchs de 10 minutes à chaque fois, 2 matchs, les nouveaux Usos. Et moi j'aime bien les nouveaux Usos. Je trouve que au-delà du changement de look, ils virent la peinture fluo, ils virent les shorts fluo et tout, et pour se mettre en noir et blanc, il n'y a pas que ça. Ils ont vraiment installé une vraie dynamique à deux qui est plutôt originale. On a plutôt l'habitude de voir, moi je trouve, dans les tag team heel, souvent soit des équipes qui jouent plutôt sur la puissance, genre par exemple je pense à The Ascension ou des équipes de ce genre-là, ou plutôt des équipes qui vont jouer plus, ou par exemple Gallows et Anderson aussi, mais il y a des équipes qui vont plutôt jouer leur partition heel sur la filouterie, sur les tricheries, toujours avec des petits coups fourrés, des trucs, je sais pas, genre les vaudevillains, des machins comme ça. Et là on a une équipe qui est plus, je trouve, dans le côté vicieux et brutal. Tu sens presque qu'ils ont un catch un peu méchant, je trouve, par rapport à leur... à qui ça me faisait penser? Alors toi tu regardes pas NXT, donc peut-être ça va pas te dire grand chose. Peut-être, non, si tu les as vus en pay-per-view, je pense. Sur Revival. Il me faisait penser à Revival, ouais. Ouais, non mais si je les ai vus justement. Alors les Revival sont beaucoup moins athlétiques, hein, mais ils ont les mêmes enchaînements vicieux Ouais, donc il y a une sorte de volonté à chaque fois de faire mal. J'ai trouvé que c'était assez intéressant comme dynamique de heel. Tu sentais que c'était toujours fait avec une intention vraiment méchante. C'était très méthodique, beaucoup de moves à deux, d'enchaînement, de jeux dans le dos de l'arbitre. Ils sont quasiment tout le temps à deux dans le ring. C'est non-stop. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme dynamique de heel. Ils ont installé, je trouve, ils ont profité de ce pay-per-view pour installer quelque chose de vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai bien aimé la sortie des Usos. Et puis après sur le match en lui-même, t'as dit, hein, c'était une finale classique sans plus. Il y avait pas forcément un spot à retirer de ça, ou c'était pas un match qui te fout la mâchoire par terre. Mais toujours est-il que voilà, le bon champion, une fois de plus, une fois n'est pas coutume ce soir, a gagné. Moi, comme pour Becky Lynch, l'interview post-match, quand je voyais Slater avec le sourire, enfin moi j'avais la banane avec lui, quoi. Enfin vraiment, ça me faisait plaisir pour lui. Tu vois, tu penses à ces années de galère. Le mec n'a été que une parodie de catch, souvent perdu dans des factions, comédie, ou il a fait Nexus, le Core, 3MB. Non, puis là, il a pas autant catché depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que ce qu'il fait dans le ring, même si c'était pas forcément très impressionnant, il a eu quelques vraiment bonnes séquences dans le ring. C'était pas une blague, quoi.
Et donc du coup, bah voilà, le voir finalement récompensé de toutes ces années, je trouve que ça fait plaisir. Voilà, c'est le genre de petit moment où je trouve que tu sors un peu des storylines et tu t'identifies au mec et tu t'es juste content pour lui, quoi. Ça fait plaisir. Tu voyais que c'est le genre d'émotion quand tu le voyais sourire après le match, c'est le genre d'émotion. Je pense que ils ont pas besoin de se forcer beaucoup pour les jouer ces émotions-là et ça fait plaisir à voir, quoi. Et Donc on n'a je suis pas dit, content, hein. on n'a pas dit, il a son contrat maintenant. Et puis Oui. du coup, il a son contrat, voilà. Donc même si c'est pas Dans la du coup, storyline. si c'est pas un title shot, si c'est pas un reign qui durera très longtemps, en tout cas, voilà, c'est l'histoire du contrat est terminée. C'était un beau climax là, comme ils disent. C'était un beau moment, une belle histoire qui se termine là, du coup. Et puis bah voilà, moi c'est encore une fois un très très bon moment dans ce pay-per-view qui fait les choses justes à chaque fois, je trouve. Et finalement, c'était quasiment une bénédiction. Alors, je suis désolé pour Gable, mais c'était quasiment une bénédiction Presque. pour la WWE, Ouais. parce que sinon, bah, on avait un American Alpha contre Ah bah, Slater Rhino. oui. Et là, il y avait peu de doute, enfin, je pense. Mais Là, ils sont obligés. Enfin, je pense qu'ils sont obligés de faire gagner American Alpha parce que American Alpha avait une histoire toute tracée avec les Usos. Mais en tout cas, perso, moi, j'étais assez surpris, hein, parce que je sais que beaucoup donnaient, ne serait-ce que par le booking, beaucoup donnaient Heath Slater et Rhino gagnants. Moi, je croyais vraiment à la théorie qu'on avait développée un peu dans le supplément SmackDown, à savoir que s'ils voulaient mettre les Usos heel comme jamais, c'était l'occasion rêvée. Enfin, là, tu les fais battre Slater et Rhino, qui sont over de chez over, la foule leur mange dans la main. Si les Usos gagnaient, c'était la consécration heel ultime. Et franchement, je pensais qu'ils allaient aller là-dedans parce que ils trouveraient forcément un autre moyen de donner à Slater un contrat plus tard. Ouais, mais ça aurait duré trop longtemps. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait mijoter c'est depuis. bien. Ouais, non, mais voilà. Les Les séquences deux Slater, solutions. ça a duré assez longtemps. Je pense que ça a duré au moins deux mois, donc enfin depuis la draft, quoi. Passons au main event. Donc c'était bien sûr Dean Ambrose contre AJ Styles pour le WWE World Championship. Hein, ça s'appelle comme ça maintenant. Il n'y a pas de heavyweight, il n'y a pas de machin. Ça change tout le temps, mais donc Styles mène largement au début et il balance un peu de trash talk à Ambrose. Donc voilà, il se fout pas mal de sa gueule. Et il dit je pourrais faire ça toute la nuit en l'enchaînant et tout ça. Ambrose se rebelle un moment en mode brawler, hein, quelques arm drags, mais c'est vraiment AJ Styles qui fait toute la première moitié du match. Il a toujours un temps d'avance sur Ambrose, malgré quelques petits retours à coup de petits punch. Il réussit une sorte de souplex de la top rope. Enfin, Ambrose réussit à un moment une souplesse à partir de la top rope sur AJ Styles. Ambrose fait son enchaînement de clothesline ensuite. AJ Styles à un moment tente de sauter sur Ambrose, il l'attrape au vol et il lui case un backbreaker. Juste après il lui saute dessus alors que AJ Styles est dehors, hein, alors mes notes sur ce match sont vraiment à base de spots, donc du coup c'est pas très linéaire. Donc un peu plus tard AJ Styles lui case un sit-up facebuster bien violent pour un compte de 2. Styles lui fait aussi un vertical suplex sur le coin du ring. Les deux tentent de caser leur finisher l'un après l'autre et se font contrer, hein, le Phenomenal Forearm et ensuite le finisher d'Ambrose, le Dirty Deeds, merci. Et à un moment, AJ Styles réussit à vraiment péter la jambe gauche de Ambrose, hein, en le bloquant à terre, avec une prise qui était assez étrange dans le coin du ring. Et ensuite, il se concentre donc du coup sur cette jambe blessée. AJ Styles case ensuite son Cap Crusher, mais Ambrose atteint quand même la corde. Et le public boue, hein, le public est clairement pour AJ Styles. Mais 20 secondes après, il recase son Cap Crusher. Mais cette fois-ci, Ambrose réussit à choper la tête de Styles et la planter dans le sol 3 ou 4 fois pour s'en sortir. On a juste après un spot très très flippant où Ambrose et AJ Styles sont sur le bord du ring, hein, à l'extérieur, le long des cordes. Sur le tablier du ring, ouais. Voilà.
Et donc AJ Styles commence à essayer de porter Ambrose pour il veut lui faire Une powerbomb, je pense. ouais voilà une powerbomb carrément sur le sol quoi juste à côté, mais Ambrose contre et catapulte fait une catapulte de AJ Styles sur le poteau qui est donc de l'autre côté du ring, donc AJ Styles se tape le poteau dans le dos, puis la chute. Un selling de rêve. Ouais. Puis la chute, je pense qu'il n'y a même pas besoin de la sceller celle-là tellement il se prend. C'était beau ça. Donc voilà, il se fait détruire le dos une fois sur le poteau et ensuite par terre. Donc Styles complètement brisé revient quand même dans la partie avec une série de kicks, un peu en mode kickboxing contre Ambrose et suivi d'un neckbreaker. Il fait un compte de 2. Il lui fait un spin-out powerbomb et Ambrose s'en sort au compte de 2 et AJ Styles dit voyons si tu peux te sortir de ça. Ouais, il monte ça. sur la troisième corde et il fait son célèbre phénoménal. C'était le 450. Non, c'est le c'est springboard frog splash, j'avais noté. Ouais. Et Ambrose sort encore au compte de 2. Donc 3 near fall coup sur coup. Ouais, 3 near fall sur des prises plutôt violentes et j'ai noté Ambrose est buildé plus fort que Cena. Pas exactement. Pas loin quand même. Donc neckbreaker. Pas pris le fort arm. Neckbreaker d'Ambrose et une série de kicks sur AJ Styles, mais ça ne fonctionne toujours pas. Il fait un Wrecking Ball dropkick sur Styles vers l'extérieur. D'ailleurs, qui était une séquence qui était un peu zarbe parce que Styles était bloqué dans les cordes au début, donc ça pouvait faire peur. Et puis Ambrose saute du ring sur Styles. Styles est projeté sur JBL derrière la table des commentateurs. Ensuite, Ambrose continue son travail de destruction. Il balance Styles par-dessus la barricade, donc dans le public. Puis il monte sur, je pense, la table espagnole et puis il prend son élan pour aller jusqu'au bout, jusqu'aux barrières et puis il saute sur Styles à l'extérieur dans le public. Il ramène Styles dans le ring, mais Styles d'instinct lui fout un Pele kick. Ambrose néanmoins rebondit avec une vieille séquence où il est sur la deuxième corde et il rebondit et puis il revient avec une clothesline. Et à ce moment-là, Styles pousse Ambrose contre l'arbitre qui est donc sonné. Au moment où l'arbitre est sonné, Styles fait un low blow, un coup dans les couilles à Ambrose. Fait une Ric Flair. Et il le place dans le Styles Clash. Tombé de 3. AJ Styles est champion. Il marquait ouf, heureusement. Ouais, enfin bon, faut quand même prendre la mesure du moment, quoi. Ça, tu peux le répéter, mais AJ Styles est champion de la WWE. Ouais. C'est quand même incroyable. Après, j'ai pas suivi. Moi, peut-être que pour certaines personnes, c'est encore plus impressionnant parce qu'ils l'ont suivi avant la WWE. Moi, je l'avais pas du tout suivi. Mais là, pour le coup, ça me dérange pas. Enfin, le low blow me dérange pas parce qu'en plus. Ah bah non, pas du tout. Non. Je trouve que c'est un peu juste la cerise sur le gâteau. C'est exactement la cerise sur le gâteau. Parce que voilà, un low blow, ça t'empêche pas de kick out. Ça coupe le souffle. Attends, tu t'es déjà pris un. Oui. Tu t'es déjà pris un coup dans les burnes comme ça. Oui, mais bon. Je te le souhaite pas. Non mais si, c'est déjà arrivé il y a bien longtemps dans une cour de récré. On sait que c'est dévastateur. Mais donc voilà, AJ Styles nouveau champion. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Bah écoute, je pense que pour les puristes... court Giscal parce qu'on a fait long depuis. Court. Non mais je pense que pour les puristes, ce sera sûrement le match de la soirée. Moi, je reste sur mise Ziggler. Non, c'est pas possible, c'est pas le match de la soirée, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que c'était le match parfait pour ce qu'il devait faire. Donc c'était vraiment le match parfait. Il y avait vraiment deux phases dans ce match et c'était juste excellemment bien joué. Comme tu l'as dit au début, il y a eu le premier tiers, on va dire, du match où AJ Styles a battu Dean Ambrose sur le terrain du catch. Il l'a battu techniquement, il l'a battu dans les cordes. Il avait toujours un temps d'avance, il anticipait tout, il lui a sorti toute sa palette. C'était AJ Styles, le catcheur, est meilleur que Dean Ambrose et ils ont parfaitement joué sur leur histoire, en fait, sur leur promo de SmackDown,
où AJ Styles disait que voilà, il avait battu John Cena comme ça, et Dean Ambrose lui avait rétorqué non mais toi, ok, t'es peut-être le meilleur catcheur, mais moi tu vas voir, je vais te montrer des terrains que t'as jamais connus, et je te battrai parce que moi je vais t'emmener à la guerre et tout. Et justement, on a bien vu cette progression pendant le match, et on a vu enfin un Dean Ambrose qui était à la hauteur, on va dire, qui mettait vraiment ses actes en face de ses paroles. Et qui a été le Dean Ambrose fou qu'on aime voir, quoi. Il a sorti des trucs de fou que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, quand à un moment il est dans le calf crusher et il fracasse la tête de AJ Styles plusieurs fois contre le sol avec sa jambe pour s'en sortir. Il y a eu le coup de la slingshot là, quand il propulse AJ Styles sur le poteau du ring, et puis après il y a toute la phase à l'extérieur du ring où Ambrose est complètement possédé, là, il le balance par-dessus la table des commentateurs, il se jette par-dessus les barricades dans le public. C'est ça, Dean Ambrose, c'est ce champion-là qu'on voulait voir depuis plusieurs matchs, quoi. Donc ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Il y a AJ Styles qui l'a battu au catch, Dean Ambrose l'a battu dans la folie, mais au final, AJ Styles, c'est un vicelard, c'est un mec expérimenté. Et une faute d'inattention et il te met un petit coup dans les burnes bien senti et il ramasse la victoire. C'était, voilà, dans l'histoire et dans l'exécution, je trouve que c'était exactement le match qu'il fallait qu'il fasse. Et à la fin, voilà, c'est une victoire logique, et AJ Styles est au sommet de son art en ce moment. C'est presque normal qu'il prenne la ceinture. Ouais. Et puis bon bah voilà, après sur le côté historique, c'est fantastique. Enfin, moi, je regardais jamais la TNA, mais je sais parce que voilà, sur le forum, on en discute tout le temps et je me suis renseigné, tout ça. On sait que AJ Styles, c'est un peu Mister TNA. Il a créé un petit peu le succès de cette fédération, et de le voir champion de la WWE à une époque où John Cena est encore en activité et qui vient de se faire justement sortir du circuit par AJ Styles. C'est juste invraisemblable, et je pense qu'il y a eu pas mal de têtes qui ont dû tourner quand même dimanche soir quand ils ont vu ça. Donc bah voilà, c'est un finish parfait, un pay-per-view qui a touché juste à tous les niveaux, moi je trouve, et voilà, très très gros match. Ok. Je vais pas en dire trop parce que sinon on va faire on va faire trop long. Moi j'ai eu peur pendant la première moitié du match. J'étais en train de me dire, mon Dieu, c'est exactement ce que je pensais. Ambrose est en train de genre rendre ce match inintéressant en fait. Parce que voilà, c'était juste Styles, la panoplie Styles. C'est très bien. Enfin, je veux dire, il est toujours impressionnant, mais ce que je veux dire, c'est que il avait un torchon devant lui, quoi. C'était vraiment, c'était un pantin, quoi. Mais je pense que c'était vraiment le but. Ouais, à la fin, voilà, il s'est rattrapé. Je trouve pas non plus qu'Ambrose, même à la fin du match, tu vois, le public était pas, malgré les spots de ouf, malgré le sacrifice et tout ça, je pense pas que il y a pas un moment dans le match où on s'est dit ouais mais Ambrose il est au même niveau, ou Ambrose il est non, mais je pense pas que ce soit l'objectif. Je veux dire, il n'est pas aussi dangereux. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, il y a pas un moment où on s'est dit qu'Ambrose était aussi dangereux que Styles, parce que voilà, c'est des attaques suicidaires, etc. Et il y a quand même eu 2 ou 3 moments où je me suis dit merde, il monte quand même, enfin il monte les muscles, quoi. Genre bah justement la projection, la catapulte, ou des trucs comme ça. Il y a eu 2-3 moments comme ça où je me suis dit mais enfin il montre Ambrose, voilà, qui a un petit peu de coffre, parce que c'est je trouve que c'est ce qui manque. Je veux bien qu'il soit lunatique et ça soit un mec genre un coton-tige qui est à 100 à l'heure tout le temps, mais bon, au bout d'un moment il faut quand même qu'il fasse des trucs qui soient vraiment dangereux, quoi. Ouais, voilà, au bout d'un moment il faut qu'il fasse des trucs qui demandent un peu de muscle, quoi, et pas juste sauter sur un gars en espérant que ça lui casse la gueule. Donc voilà, moi je suis content que Styles ait gagné. Pour le coup, ouais, le low blow, voilà, ça m'a pas gêné. Pourtant, généralement, j'aime pas trop les tricheries ou les trucs comme ça. C'est pas vraiment une tricherie, mais AJ Styles, il faut pas l'oublier quand même. Voilà. Il avait déjà eu une victoire ultra clean contre Cena, ça me choque pas qu'il gagne comme ça contre Ambrose. Il faut quand même pas non plus qu'il écrase tout le monde. Tu sais à quoi on va passer? On va passer au dernier mot. Le dernier mot. Donc le dernier mot, tu donnes ta note.
ton coup de cœur, ton coup de gueule, un seul moment du pay-per-view. Oui. Et pas pendant 3 heures, hein, 2 phrases, s'il te plaît. Eh bien, ma note, je vais mettre une note extra, parce que je pense que c'était le meilleur pay-per-view de la WWE pour l'instant cette année. Je vais mettre 4,5. Je mettrai pas 5 parce que petite erreur de booking à mon sens, on en a discuté sur la non-victoire de Wyatt, sinon ça aurait été parfait pour moi. Mon top, ça va être bon, vous l'avez compris, le match Ziggler-Miz, mais plus particulièrement la délicieuse petite promo d'avant-match du Miz qui a beaucoup ajouté à la psychologie du match qui a suivi, je trouve. Et mon coup de gueule, franchement, c'est dur. Qu'est-ce que je pourrais mettre en coup de gueule Non, j'ai rien à dire. Les filles ont fait le taf. C'est fou. J'ai pas de coup de gueule. Hein. Je sais pas quoi dire. Jusqu'à aller tout amour. Non, mais franchement, ce pay-per-view était très fort. Hein. Non. D'accord. Ouais, je mettrais 4. Je mettrais 4 parce que j'aurais mis 4,5 si le meilleur match avait été en main event. Ouais. C'est pour ça. C'était c'est un pay-per-view avec plein de bons moments. Mais le coup de cœur, on va dire le coup de cœur du cœur, hein, pour se répéter, c'est Becky. Hein, Becky Lynch qui a la ceinture. Ça fait tellement de temps. Tellement elle mérite. Donc voilà, je suis super content pour elle. C'est dommage, enfin, c'est à eux de prouver que la ceinture vaut autant que la ceinture d'origine. Parce que voilà, hein, elle a pas la ceinture d'origine, elle a la ceinture SmackDown. Mais je pense qu'elles sont, au moins ce soir-là, elles ont prouvé que voilà, elles pouvaient être plus intéressantes que ce qui se passe à Raw. Mon coup de gueule, si j'ai un coup de gueule, et bah oui, le finish du coup, le finish de Miz, quoi, l'intervention de Maryse. Je suis pas aimé ça. Non, je suis pas fan de ça et je pense que la séquence avec Brian m'annonçait qu'ils allaient arrêter cet angle de lâche, tu sais, de genre Miz et lâche, etc. Et donc du coup voilà, ce côté un petit peu genre il a toujours, enfin. Mais il le faut pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit lâche. Ouais, mais l'embêtant c'est que la storyline c'est que c'est Brian qui est lâche, c'est pas lui, donc du coup certes, mais ça on va. Mais au moins ils ont bien amenuisé, je sais pas comment le dire. Ils ont bien amenuisé, voilà. Ils ont bien réduit cet angle-là. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, cet angle-là, cette idée de Miz qui est juste un mec. Voilà, il est capable d'avoir des réactions d'orgueil et de faire des grands matchs comme ça. Des matchs, etc. Et ouais, il s'est pas vraiment tiré du ring d'ailleurs. Hein, pas du tout, non. Donc, oui, il a essayé un petit moment, mais bon. Si, ouais, c'était léger. Au début, léger, mais voilà, c'était pas du tout un match du Miz comme on peut le voir depuis 2 ans. C'est un très grand match du Miz. Donc voilà, vous avez bien compris que Backlash, il faut regarder Backlash. C'est un très bon pay-per-view du début à la fin et ça arrive franchement pas souvent. Non, vous pouvez même regarder le pré-show qui était aussi bon. Franchement, c'est voilà, incroyable. On n'a pas parlé du pré-show. Il y avait aussi un Apollo Crews Corbin. Et ne rigolez pas, Apollo Crews Corbin était un très bon match. C'était un très bon match. Même en pré-show, je sais pas, ils avaient mis quelque chose dans les boissons. Bon, et ben je te remercie Giskel merci beaucoup. venu pour ce podcast un peu en urgence en plus. On vous partage ces podcasts sur iTunes, sur YouTube, sur PodCloud. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, donc du coup pour voir quand sortent les épisodes. Par exemple, des moments où on fait des épisodes surprises comme celui-là. Sinon vous ne le saurez jamais. Voilà, vous le saurez jamais, ou vous le saurez en retard et vous vous direz ah mais non, mais moi je voulais l'analyse de Giscal sur Backlash. Et je vais l'écouter en retard et je sais déjà tout, machin. Donc voilà, je voulais les descriptions incroyables de Hank où il zappe la moitié des matchs des moments. Enfin bref. Il s'est passé tellement de choses, c'était compliqué de tout récapituler. Voilà. On vous remercie énormément de nous écouter, que vous soyez du forum des cahiers du catch ou que vous le soyez pas. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo pour qu'elle soit un peu plus visible, à mettre un commentaire si vous avez une question, si vous avez une recommandation, si vous avez une remarque sur la façon dont
on présente, on commente et tout ça. Et on vous dit à très bientôt, j'allais dire à la semaine prochaine, mais à très très bientôt dans quelques jours pour nos catch-up Raw et catch-up supplément SmackDown. On vous dit bonne semaine pleine de catch à toutes. À bientôt tout le monde.